Bon, bah alors on va commencer. Merci d'être venu. Et donc, Michel Turini va donc vous présenter un sujet qui n'est pas facile, hein, sur la courbure de l'espace-temps. Oui. Mais comme il est très pédagogue, j'ai pas de souci. On va avoir un débat tout à fait intéressant et donc on va pouvoir ensuite en débattre. Voilà. Alors je sais pas si tu as prévu de faire quelque chose de très long. Non. Non, plutôt Ouais, succinct. oh, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Bah, c'est très bien, ça nous permettra ensuite de discuter. Ouais, ouais. C'est ça le plus important, c'est en fait essayer de comprendre, parce que j'imagine que tout ce que tu vas nous dire, c'est du costaud, c'est du lourd. Donc on aura plein de questions à te poser. Voilà. Allez, on t'écoute. Non, mais franchement, c'est pas. Moi, je suis pas un physicien, je suis prof de maths. Donc, je connais plus sur ça que la moyenne des gens. Je pense que de la rue, ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas non plus un grand spécialiste. Par exemple, Jacques, il s'y connaît beaucoup mieux que moi, je pense. Et Gérard, qui va peut-être venir. Gérard. Oui, mais la plupart des gens qui sont passionnés, même s'ils ont Ouais, pas fait voilà, d'études, c'est pas une histoire de Ouais, diplôme, oui, c'est une c'est, histoire d'intérêt. Voilà. Oui, mais non, mais je veux dire. Oui, voilà. tout à fait, je suis d'accord. Bon, alors, je vais parler de la théorie de la gravitation qu'a développé Einstein au début du XXe siècle, comme vous le savez. Alors, il y a bien sûr la théorie de la relativité, il y en a deux. Il y a la restreinte en 1905 et la générale en 1915. Mais surtout, il a révolutionné la théorie de la gravitation. C'est-à-dire qu'avant Einstein, donc Newton, pour aller vite, hein, il y a deux masses donc attirées, vous savez, la fameuse formule F égale epsilon, la constante m fois 1' sur d au carré. Et il y avait une notion de champ de force. Einstein, lui, il a complètement révolutionné ça, c'est-à-dire que lui, il a une théorie en fait purement mathématique de la gravitation. Donc, il faut supposer, je vais lire un texte parce que je ne peux pas improviser pendant 20 minutes, mais il faut bien se mettre en tête que l'espace-temps est une théorie mathématique. C'est-à-dire l'espace-temps, c'est un système de coordonnées en dimension 4, mais on ne l'a jamais pris en photo, on ne peut pas le toucher, c'est une pure théorie mathématique. Qui marche. Pour l'instant. Voilà. Et je veux dire, ne demandez pas à quelqu'un de prendre en photo l'espace-temps, c'est seulement de me répéter ou de le toucher. Hein. C'est une théorie. Et si un jour elle ne marche plus, d'ailleurs, les physiciens la mettront à la poubelle. Voilà. Alors je vais d'abord. Ah, il y a Jean-Pierre. Et installez-vous, je vais démarrer. Il y a Jean qui arrive là. Ouais. Bonsoir. Alors, je vais d'abord parler de la notion d'espace-temps mathématique avant de la théorie. Bonjour. Avant de la théorie de la gravitation. Donc. Tu vas bien? Ça va? Alors, en physique, la notion d'espace-temps. Donc, en physique, l'espace-temps est une représentation mathématique de l'espace et du temps comme deux notions inséparables et s'influençant l'une l'autre. Cette conception de l'espace et du temps est l'un des grands bouleversements survenus au début du XXe siècle dans le domaine de la physique, mais aussi pour la philosophie. Elle est apparue avec la relativité restreinte et sa représentation géométrique qu'est l'espace de Minkowski. Alors Minkowski, beaucoup le savent, c'est un mathématicien du XIXe siècle qui a fait en fait des calculs mathématiques en dimension 4. Son importance a été renforcée par la relativité générale. Alors, ce que l'on appelle le continuum espace-temps comporte 4 dimensions. Donc, les 3 dimensions que tout le monde connaît, x, y, z. Alors, pour aller vite, je prends la pièce. Donc, x, abscisse, y, ordonnée, et z, l'azimut. Donc, les 3 dimensions classiques. Et z et une pour le temps, t. Le temps t. Afin de pouvoir les manipuler plus aisément, on s'arrange pour que ces 4 grandeurs soient homogènes à une distance en multipliant le temps par la constante c, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, il faut que les 4 coordonnées soient homogènes. Donc, si x, y et z sont en mètres, le temps, lui, est en secondes, il faut le multiplier par la vitesse de la lumière pour avoir quelque chose en mètres aussi. Et donc, cette constante, c'est la fameuse valeur de c comme célérité. Vitesse de la lumière dans le vide qui vaut 299 000, je ne sais pas quoi, kilomètres par seconde. Ce n'est pas tout à fait 300 000.
Donc, un événement se positionne dans le temps et l'espace par ses coordonnées, donc je me répète, excusez-moi, x, y, z et c fois t, qui dépendent toutes du référentiel. Alors ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Les coordonnées dépendent du référentiel. Et c'est ça la fameuse théorie de la relativité. Par exemple, donc, si on prend cette pièce, vous avez les trois coordonnées. Là, le temps, en effet, qui est un peu suspendu, qu'on multiplie par c. Et le référentiel sera par exemple l'origine de l'intersection, l'origine du repère, qui sera l'intersection des trois droites, qui sera... C'est 4,50 s'il vous plaît, monsieur. Quelque part par là. Pareil pour c'est celle-là. Donc, C'est 4,50 s'il vous plaît. oui, On s'arrête 2 secondes, oui. le temps qu'il encaisse, et puis on commence. Donc, tous les calculs se font dans un certain référentiel. Si on change de référentiel, les coordonnées d'un point changent. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des matrices de Lorentz en dimension 4 qui permettent de faire des calculs de changement de coordonnées d'un point selon que l'on change de repère. Il est très difficile de s'imaginer que le temps ne soit pas le même suivant le référentiel dans lequel on le mesure, mais c'est bien le cas. Le temps n'est donc pas absolu. Le temps n'est donc pas absolu. Il en va de même pour l'espace. La longueur d'un objet peut être différente selon le référentiel de mesure. Alors là, je vais en parler après. Dans l'état actuel des connaissances, seul l'espace-temps comme concept unifié, qui est mathématiquement un espace de Minkowski en relativité restreinte et un espace courbe quelconque en relativité générale. Alors cet espace courbe, en fait, ce sont les espaces de Riemann, pour ceux qui connaissent. C'est des sortes de vagues. Voilà. Ce ne sont pas des droites euclidiennes. Est invariant quel que soit le référentiel choisi, tandis que ces composantes d'espace et temps en sont des aspects qui dépendent du point de vue, c'est-à-dire du référentiel. Le rapport entre les mesures d'espace et temps, donné par la constante universelle c, permet de décrire une distance d en termes de temps. D égale c fois t, avec t le temps nécessaire à la lumière pour parcourir d, dans le vide. Donc le Soleil est à 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire à 8 minutes-lumière de la Terre. En fait, c'est 8 minutes 20 secondes exactement. En disant minutes-lumière, on parle d'une mesure de temps multipliée par c, et on obtient une mesure de distance, dans ce cas-ci des kilomètres. Autrement dit, le facteur c sert à convertir des unités de temps en unités de distance. Kilomètres et minutes-lumière sont donc deux unités de distance. Ça, c'est pour l'homogénéisation des mesures. Bon. Alors maintenant, je vais parler de la théorie qu'a développée Einstein, la relativité générale et la courbure de l'espace-temps. En développant ses idées sur les conséquences du principe d'équivalence, dont la fameuse formule E égale mc carré, donc si vous avez une masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, qui est un nombre fantastique, c'est 9 fois 10 puissance 7, je crois, vous avez l'énergie possible que l'on peut tirer de cette masse. C'est-à-dire qu'il faut supposer que toute la masse se transforme en lumière. Évidemment, en théorie, c'est impossible. Hein. Mais pratiquement, par exemple, l'uranium et le plutonium, on arrive à peu près à le faire. C'est pour ça que les réacteurs nucléaires sont si dangereux. Ah, c'est possible. Hein. Si vous avez matière, antimatière, tout oui, voilà. Mais donc, la formule, je veux dire, la table, E égale mc carré pour la table, en théorie, c'est possible, mais pour la table, ça reste quand même une fiction. Il faut plein de conditions de la physique. Einstein aboutit donc à une nouvelle vision de la gravitation qui devait remplacer celle d'Isaac Newton, la relativité générale. Alors, on est bien d'accord, hein, Newton marche jusqu'à à peu près 3/4 de la vitesse de la lumière, je crois. Einstein n'a pas du tout détruit Newton, au contraire, il a confirmé Newton, jusqu'à à peu près 3/4, 75% de la vitesse de la lumière. Après, Newton ne marche plus. Cela dit, voilà, hein, dans la vie courante, il faut aller jusqu'à 200 000 km par seconde pour que ça ne marche plus. Bon, ça va quoi, voilà. On peut utiliser Newton. L'aspect le plus important de cette théorie est la disparition du concept de force de gravitation. Alors là, en effet, sur ça, il a tout changé. Pour Einstein, le mouvement d'un corps n'est pas déterminé par des forces, mais par la configuration de l'espace-temps. Par exemple, d'après Newton, la Terre tourne autour du Soleil car celui-ci exerce une force gravitationnelle sur notre planète. Pour Einstein, c'est une perturbation de l'espace-temps introduite par la masse du Soleil qui est à l'origine du mouvement de la Terre.
Pour mieux comprendre cette idée, faisons appel à une analogie à 2 dimensions. L'espace en relativité générale peut être comparé à une sorte de tissu élastique. Alors imaginez, en fait, tissu élastique, imaginez un trampoline. Je me répète, c'est une théorie mathématique. Hein. Bon. Imaginez un trampoline. La présence d'une étoile peut être simulée en posant une pierre sur ce tissu. Donc, imaginez un trampoline avec une sphère qui s'apparenterait par exemple à une boule de bowling, et donc la sphère déforme le tissu. Celle-ci s'enfonce dans le tissu, le déforme et y crée une dépression. Que se passe-t-il lorsqu'un corps plus petit hein, passe à proximité de l'étoile? Faisons rouler une bille sur le tissu. La trajectoire est d'abord une simple ligne droite, mais lorsque la bille passe à proximité de la pierre, elle pénètre légèrement dans la dépression. Elle est alors déviée de sa ligne droite et sa trajectoire se courbe. Sur ce tissu élastique, le mouvement de la bille n'est pas dicté par une force, mais par la forme de l'espace, ou plus précisément par la courbure de celui-ci. C'est-à-dire, il faut imaginer qu'un objet qui est attiré par exemple par le soleil, en fait, il tombe dans la dépression créée dans l'espace-temps mathématique, créée par le soleil dans l'espace-temps mathématique. D'accord? Alors là, je vais vous faire passer, si vous voulez, il y a une sorte de schéma qui vaut ce qu'il vaut. Hein, voilà. Oui, je vous l'avais déjà montré. La relativité générale, donc, elle abandonne la notion de force et la remplace par le concept de courbure de l'espace-temps. Les corps célestes adoptent des trajectoires aussi droites que possible, mais ils doivent se soumettre à la configuration de l'espace-temps. Loin de toute distribution de matière, c'est-à-dire dans le vide absolu, dans le néant absolu, est-ce qu'il existe? Mais supposons. La courbure de l'espace-temps est nulle et toutes les trajectoires sont des lignes droites. Cela dit, ça, dans l'univers, je pense que c'est assez rare. Hein. Il faut absolument aucun objet massif assez près. Je pense que c'est assez rare dans l'univers. Près d'un corps massif comme le Soleil, il y a Alain. Salut. Salut Alain. Vous pouvez commencer. Près d'un corps massif comme le Soleil, l'espace-temps est déformé et les corps se déplacent sur des lignes courbes. Pour être complète, la théorie de la relativité générale doit également donner un moyen de calculer la courbure de l'espace-temps créée par une distribution de masse. Alors là, c'est hyper compliqué, hein. Ce sont des mathématiques de malade. C'est extrêmement compliqué. Parce qu'il faut utiliser des maths, des maths de niveau bac plus 7 carrément, pour calculer la déformation de l'espace-temps. Donc c'est inaccessible pratiquement à tout le monde, moi y compris d'ailleurs. Parce que même Einstein, il avait des difficultés. Il a demandé à son ami mathématicien. Il s'appelle comment d'ailleurs ce mathématicien? C'est Bessot. Mais il avait 2 amis, l'un qui s'appelait Bessot, Michael et Bessot, et l'autre Grossman. Oui, voilà. Alors là franchement, il a même inventé une nouvelle mathématique parce que, vous savez, en mathématiques, sigma, c'est le symbole de la somme, et ça le gênait. Et donc il a inventé une nouvelle mathématique, lorsqu'un indice est en haut et l'autre en bas, ils se somment automatiquement. C'est une nouvelle formulation. Voilà, c'est ça. Un abrégé de la... Et alors, je vous dis franchement, avec des... vous vous rappelez des delta et JK? Oui, bien sûr. Si I est égal à J, ça vaut 0, si à 90, si I différent de J, etc., avec des sommations sur ça. C'est un langage... Et franchement... c'est un langage très symbolique, très abrégé. C'est extrêmement compliqué. Voilà. En réalité, c'est très élégant, c'est très simple, etc. Mais il faut comprendre. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut... Oui, non seulement il faut avoir l'habitude, mais il faut comprendre le langage. Mais il faut comprendre. Il faut le connaître. Parce que c'est très très compliqué. Bon, c'est pas compliqué à comprendre, mais il faut vraiment avoir l'habitude pour ne pas se planter. Je pense, franchement, bon, non, on va pas faire. En fait, je pense que franchement c'est compliqué. Ah, peut-être pas pour lui. Ouais. Ah non, mais parce que il faut. Non, moi je dis que c'est trop simple. C'est trop simple, et c'est parce que c'est trop simple que c'est pas clair. Parce que, je veux dire. Enfin bon. Non, on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Alors, où j'en étais? Donc, il faut calculer, un moyen de calculer la courbure de l'espace-temps créée par une distribution de masse. Donc, elle est le fait par l'intermédiaire de systèmes très complexes de formules mathématiques, les équations d'Einstein,
qui relie courbure de l'espace-temps et distribution de masse. Ce système est si complexe qu'il n'a été résolu que dans quelques cas de figure très simples, par exemple autour d'une étoile isolée. Parce que dès qu'il y a plusieurs corps, alors là, voilà. Non, mais même la mécanique classique. Hein. Oui, je sais. Quand on a 3 corps, quand on dépasse 3 corps. Oui, je sais. La vision du monde d'Albert Einstein est donc très différente de celle proposée par Isaac Newton. Néanmoins, la plupart du temps, les deux théories donnent des résultats pratiquement identiques, heureusement. Les divergences n'apparaissent que dans des conditions extrêmes, soit pour des corps se déplaçant à une vitesse proche de la lumière, en fait c'est entre 75 et 100%, soit pour des corps qui engendrent des champs de gravité très puissants, par exemple les supernovas. Parce que, vous le savez sûrement, le Soleil n'est pas une grosse étoile, c'est à peine une étoile moyenne. C'est voire petite étoile. Ce qui n'est pas le cas sur Terre dans la vie de tous les jours. Heureusement, c'est pourquoi les automobilistes et les piétons vieillissent au même rythme, ainsi que les habitants du rez-de-chaussée du dernier étage de l'immeuble. Donc là, c'est une boutade pour dire que dans la vie courante, la relativité ne nous concerne pas. Quoique je vais parler du GPS à la fin. Hop là, 4,60 s'il vous plaît. Bouge de 50 centimes. Ah, Je ne suis pas oublié, mais je voulais pas redescendre juste pour ça. Ce qui serait bien, c'est que s'il y a des personnes qui arrivent, leur demander de payer là-haut de façon à C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait normalement. Non, Qui va descendre trop vite. non, pas de différence. Riemann, il a Moi, tant qu'à faire, moi, il prend sa boisson, il c'est prend plus son encaissement là-haut, je suis tranquille, je descends pas. il a construit des surfaces de Riemann qu'on appelle de Riemann en dimension 4 qui ressemblent à des vagues. Mais c'est pas... Minkowski, c'est plus mathématique. Minkowski, c'est plus mathématique. C'est comme les matrices de Lorentz. Lui, il faisait que des maths. Mais vraiment des maths de schéma. Mais dans les deux cas, il s'agit du géométrie en dimension 4. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah, mais Einstein, il a utilisé les mathématiciennes du 19e siècle. Oui, non, les mais points carrés. pour voir la Ah différence oui, bien sûr. entre Riemann et Minkowski. Ah oui, bien sûr. Et il ne s'est pas levé un matin. La différence majeure, c'est qu'il y en a une euclidienne et l'autre pas. Oui, oui, bien sûr. La dimension d'un espace n'a rien à voir avec la différence. Voilà, mais... Il y a un qui est euclidien, Minkowski, alors que ce qu'on appelle les non euclidiennes, hyperboliques ou sphériques, oui. c'est différent. Voilà. Et donc, monsieur Einstein se sert, grâce à monsieur Marcel Grossman, des non euclidiennes riemanniennes. Parce que si on est dans un espace hyperbolique, ça ne marche pas. Voilà, non, d'accord. Mais Einstein a utilisé tous les grands mathématiciens du 19e siècle. Hein. Bien sûr, il n'a pas inventé l'eau en poudre. Hein. Alors, maintenant, je vais parler de la fameuse contraction de l'espace et de l'espace-temps et la dilatation des durées. Si le temps... Oh, pas tant que ça. Si le temps est affecté par le mouvement, l'espace l'est également. Einstein a montré que la dilatation du temps s'accompagne d'une contraction de l'espace. Tout observateur qui regarde un objet en mouvement voit l'une des dimensions de celui-ci diminuer. La dimension en question est celle que l'on mesure dans la direction parallèle du déplacement. D'accord? C'est-à-dire la direction que l'on voit diminuer, c'est celle qui est dans la direction parallèle du déplacement. Les autres dimensions ne bougent pas. Il faut quand même une condition importante. Les autres n'étant pas affectés. Imaginez un objet long de 60 mètres et large de 10 mètres au repos. Lorsque cet objet se déplace devant vous à 75%, c'est-à-dire aux 3/4 de la vitesse de la lumière, dans la direction de sa longueur, vous le verrez toujours large de 10 mètres, mais long de 40 mètres au lieu de 60. Donc il y a une seule dimension qui change. Je parle des dimensions géométriques. Si je peux dire un mot, il y a Penrose qui a écrit un article sur les électrons. Et il a montré qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Ah oui. Parce que toutes les dimensions changent. Évidemment, a priori, c'est celle. A priori qui est En parallèle. réalité, dans l'observation, c'est toutes Oui. les dimensions qui changent. L'électron, pareil. Ah ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent pas. Oui, bien sûr. Je me répète, moi, je m'intéresse à ça, bien sûr, mais je ne suis pas très fort non plus. Je veux dire, il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Je ne connais pas, par exemple, les dernières avancées sur ça. Il y a 40 ans. Oui, non, bien sûr, mais en détail, il faut, je reconnais, je comprends bien en gros la relativité générale quand même, mais en détail, je la connais pas très bien.
Une autre conséquence de la relativité restreinte, alors la relativité restreinte, c'est lorsque les référentiels sont en translation. C'est-à-dire ils glissent, pour parler comme ça, les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas de rotation, parce que dès qu'il n'y a plus de translation, on passe à la relativité générale qui est beaucoup plus complexe. Dans la restreinte, il faut s'imaginer que les référentiels glissent les uns par rapport aux autres, ce qui simplifie beaucoup les calculs. Alors, je me répète, pardon. Une autre conséquence de la relativité restreinte concerne la masse. Alors en fait, il faut dire l'inertie. C'est beaucoup mieux que la masse. Tout comme le temps et l'espace, la masse d'un objet dépend de la vitesse de l'observateur qui la mesure. Un objet d'1 kg, de masse 1 kg, qui se déplace à 98% de la vitesse de la lumière, se comporte comme s'il avait en fait 5 kg. Donc c'est la fameuse formule m égale m0, masse au repos, sur racine carrée de 1 moins v carré sur c carré, c étant la vitesse de la lumière et v étant la vitesse de l'observateur. Alors si v vaut 98% de la vitesse de la lumière, vous avez v sur c qui vaut 0,98, au carré ça fait, je sais pas, 0,96, ça fait donc 1 moins 0,96, ça fait 0,04, racine carrée de 0,04, etc. Et ça change bien la masse quand même. Voilà. C'est-à-dire là c'est des maths. Hein. Plus le dénominateur est petit, plus le résultat est grand. Alors Einstein a également montré que l'inertie, alors c'est la masse l'inertie en fait, elle est scientifique qui parle d'inertie, que l'inertie d'un objet augmente avec sa vitesse. Cette augmentation de l'inertie est la raison pour laquelle la vitesse d'un objet est toujours inférieure à celle de la lumière. Un objet de masse non nulle, bien sûr. En effet, plus un corps va vite, plus il est massif, et plus l'énergie nécessaire pour l'accélérer est grande. Lorsque sa vitesse est proche de celle de la lumière, son inertie est énorme, et un apport d'énergie ne provoque plus qu'une faible accélération. Pour atteindre la vitesse de la lumière elle-même, l'énergie requise est infinie, ce qui est bien sûr impossible de fournir. Ainsi, un corps massif ne peut jamais atteindre la vitesse de la lumière. Ce raisonnement ne s'applique cependant pas aux photons, car ils ont une masse nulle et peuvent bien se déplacer à la vitesse de la lumière. Alors, vous savez, la fameuse théorie corpusculaire de la lumière, c'est que le photon se conduit soit comme un corps, c'est-à-dire comme une boule de billard qui rebondit sur les bandes d'un billard, soit comme une onde électromagnétique de masse zéro. Voilà, c'est une théorie, mais pour l'instant elle marche. Et ayant pour masse zéro, le photon va à la vitesse de la lumière. Alors, pour terminer ça, je vais prendre une application concrète, le fameux GPS. Parce que, évidemment, il y a le nucléaire, etc. Tout ça fonctionne, mais c'est quand même très... Dans la vie des gens, c'est très abstrait. Alors que le GPS concerne à peu près tout le monde. Donc, dans votre voiture, j'en ai pas, mais supposons, il vous suffit d'entrer le nom de la ville et le nom de la rue dans votre Global Positioning System, dans le fameux GPS. Quand les scientifiques américains expérimentèrent pour la première fois ce système, ils constatèrent que les calculs effectués par leurs ordinateurs à partir des temps donnés par les horloges atomiques embarquées dans les satellites étaient complètement faux. Les erreurs de positionnement sur Terre d'un objet étaient largement supérieures au kilomètre. Autrement dit, c'est une catastrophe. Le truc se plantait d'1 kilomètre. C'est même 1,5 km. Surtout pour un militaire, parce que si les militaires ratent les cibles d'1 kilomètre... pour corriger cette dérive, ils durent faire appel à Einstein. Suivant ses théories... Oui, mais appel à Einstein. Suivant ces théories relativistes, le temps ne s'écoule pas au même rythme selon que vous êtes dans un satellite ou sur Terre. La Terre, par sa masse, courbe l'espace-temps qui l'entoure. Cela se traduit par une différence temporelle d'une nanoseconde toutes les secondes. Est-ce que vous me suivez? Une nanoseconde, c'est un milliardième de seconde. C'est-à-dire que si on n'applique pas la théorie d'Einstein, on se plante parce que toutes les secondes, il y a un écart relativiste d'une nanoseconde, mais cumulatif, d'un milliardième de seconde. L'erreur provient de là d'ailleurs. Pour un signal lumineux partant d'un satellite et aboutissant sur Terre, cela se traduit par un écart d'environ 25 cm. Mais ça, c'est par seconde, c'est-à-dire que ça se cumule pour après arriver à 1 km, 1,5 km.
Comme un satellite met 1h30 pour faire le tour de la Terre, et que surtout, cette différence temporelle est cumulative, l'erreur de positionnement sur Terre devient alors de 1500 mètres. Les Américains corrigèrent très facilement cette erreur, fait ça, je ne suis pas sûr. Ainsi, les 3 satellites qui suivent votre voiture, il paraît, donnent avec une précision de 10 à 50 mètres votre position sur Terre. Voilà. Donc je voulais finir sur ça pour montrer quand même que l'application très concrète. la relativité générale. Voilà, général, oui. Parce que si on parle des trucs nucléaires et tout, d'abord, moi j'avoue que je ne comprends pas grand-chose, hein, à part le gros, et puis les gens ne comprennent rien. Alors le GPS c'est beaucoup plus concret. Mais il n'y a que les spécialistes qui comprennent dans le détail. Enfin, Oui. l'idée c'est quand même d'avoir une vision générale. C'est pour ça que moi ça me fait hurler de rire quand j'entends les gens qui veulent faire des référendums sur le nucléaire. En fait c'est n'importe quoi. Pourquoi on peut faire Bon, bah écoute. Non, parce que les gens ne comprennent rien. Ah oui, Oui. Non mais c'est peut-être pas le même problème. Oui, c'est ça. Oui, mais On peut très bien ne rien y connaître en mécanique et être d'accord avec une limitation de vitesse, par exemple.